Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement ivoirien a lancé ce jeudi les préparatifs de la 6e édition du Sahara. Après une interruption en raison de la crise sanitaire du Covid, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tiendra du 29 septembre au 8 octobre prochain au parc d'exposition d'Abidjan. La semaine de la sécurité routière décrétée par le gouvernement tient ses promesses. Les équipes mixtes de la gendarmerie et de la police multiplient les contrôles inopinés. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une descente a été effectuée sur l'autoroute du Nord Abidjan-Yamoussoukro. Reportage inédit à suivre. Et puis à l'étranger, le bilan ne cesse de s'alourdir après le violent séisme qui a secoué la Syrie et la Turquie. Le bilan actualisé fait état de près de 20 000 personnes décédées. Malgré ce sombre tableau, certains ont pu être secourus vivants et se retrouvent dans les camps pour réfugiés avec peu de choses pour vivre. Des témoignages émouvants que vous entendrez dans ce journal. Il aura fallu attendre 4 ans en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 avant de revoir la biennale de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ça y est, après le rendez-vous manqué de 2021, la 6e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tiendra du 29 septembre au 8 octobre prochain. Le lancement a été effectué ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien. Patrick Achi a appelé à la mobilisation de tous les acteurs du monde agricole africain au profit de la souveraineté et la sécurité alimentaire, comme nous l'indiquent Salif Yalekwe et Rikimou. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre 2023 la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Les travaux préparatoires dudit événement qui a pour thème l'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire, ont été lancés par le chef du gouvernement Patrick Achi. Une occasion pour lui d'exhorter les experts à proposer des solutions pour faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique. La 6e édition du Sahara se tiendra dans un contexte social et économique mondial éprouvé par les conséquences de la pandémie et du conflit russo-ukrainien, mais aussi par celle du changement climatique et, pour l'Afrique de l'Ouest, par la présence du terrorisme et des crises dans certains pays de la sous-région. Tous ces facteurs ont perturbé, dans l'Afrique subsaharienne comme dans l'ensemble du continent, les chaînes et circuits d'approvisionnement et de distribution des produits agricoles, mettant à nu les difficultés et surtout la fragilité de nos systèmes agricoles et la vulnérabilité d'un grand nombre de ménages du continent. C'est bien là la justification majeure du thème du Sahara 2023. Le ministre d'État en charge de l'agriculture est revenu sur l'importance et les acquis de ce salon, dont la première édition s'est déroulée en 1997. Pour accroître la mobilisation des ressources financières pour le secteur agricole, des rencontres d'affaires sont organisées au cours du salon. Ces rencontres se sont déroulées dans le cadre de 2 concepts, la bourse des projets et les rencontres business to business, B2B. Ces rencontres ont permis de signer des accords et conventions dont les montants globaux sont passés de 38 milliards de francs CFA en 2015 à 238 milliards de francs CFA en 2019. Sont attendus plus de 320 000 visiteurs à ce Sahara qui pose ses valises au tout nouveau parc des expositions situé dans la commune de Port-Bouët, non loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est prévu la participation de 800 entreprises exposantes sur une superficie de 18 000 m², 300 rencontres B2B, 1300 rencontres d'affaires. Plus de 30 pays seront représentés avec le Royaume des Pays-Bas comme invité d'honneur. L'atteinte de la souveraineté et la sécurité alimentaire visée par l'organisation du Sahara pour à terme aider à contenir la hausse de certains produits agricoles et fermiers et préserver le pouvoir d'achat. Cela nous éviterait des hausses comme celle du prix de la plaquette d'œuf qui est passée de 2300 francs CFA à 2800, voire 3000 depuis quelques semaines. La situation affecte l'activité de certains commerçants qui peinent à joindre les deux bouts, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Dans cette pâtisserie de la commune de Treichville, l'œuf
fait partie des principaux ingrédients qui rentrent dans la fabrication de certains produits. La plaquette d'œuf qui revenait au gérant à 2000 francs l'unité est passée aujourd'hui à 2700 francs CFA. Une augmentation qui met cette entreprise dans une situation assez inconfortable. Si les prix des œufs augmentent, je suis obligé d'augmenter aussi mes produits. Mais si j'augmente aussi mes produits, il y a certains clients qui risquent aussi de me lâcher. Du côté des petits kiosques à café, c'est le même constat. De 2300 la plaquette, on est passé aujourd'hui à 2800, voire 3000. Djigiba Mundirou, propriétaire d'un de ces kiosques dans la commune d'Etrechville, exerce cette activité depuis plus de 10 ans. Il a dû revoir les prix des plats faits avec les œufs à la hausse pour continuer à exister. Avant 100 francs, aujourd'hui, là, on est obligé de vendre ça à 200. Il y en a qui disent que c'est cher. Avant, ce que tu manges 500, aujourd'hui, on est obligé de faire ça à 700 ou à 800. Ils sont obligés de prendre autre chose. Si ça continue comme ça seulement, là, on va arrêter de faire les travaux. Et là même, on va continuer avec les beurres, avec les mayonnaise. Là. Si c'est pas ça, on va laisser F. Cela aux grandes dames des consommateurs qui ne peuvent que subir cette augmentation. L'œuf est devenu excessivement cher. En tant que consommateur, je demande à l'État ou bien au gouvernement ou bien au président des consommateurs d'essayer de voir car l'heure est grave. Il ne faut pas que les gens augmentent les prix en désordre. Sur le marché, les vendeurs d'œufs, eux, se tournent les pouces en attendant des hypothétiques clients qui voudront bien s'y aventurer malgré la flambée des prix. La semaine de la sécurité routière décrétée par le gouvernement maintient la pression sur les usagers de la route en vue de réduire les accidents de la circulation. Les équipes mixtes de la gendarmerie et de la police multiplient les contrôles inopinés. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une descente a été effectuée sur l'autoroute du Nord Abidjan-Yamoussoukro entre interpellation, verbalisation et arrêt systématique de certains routiers. Je vous propose ce reportage inédit de Thiemé Dandje et Ricky Mou. Corridor d'Abidjan-Jesco, 22h. Le détachement mixte de sensibilisation de répression des infractions au code de la route engage sa descente sur son théâtre opérationnel du jour, l'autoroute du Nord ralliant Abidjan et Yamoussoukro. Première position, le péage d'Atingué. Là vont être retirés du trafic des usagers non en règle pour la conduite de nuit. Premier épinglé, ce mini-car de 22 places, dépourvu de frein à main et de phare arrière. Autre infraction, la surcharge qui impacte l'état du pneu arrière. Ici s'arrête le voyage. Une pilule qui passe mal pour des passagers vite instruits à bord sur la décision par l'un des agents. Votre car n'a pas de feu arrière. Notre souci premier, c'est votre sécurité. Ce qu'on vous demande, c'est la patience. On lui a dit seulement de garer ici. Au bout de demain 5h30, 6h, vous allez prendre la route. Vous allez partir. Vous allez nous excuser. Mais c'est votre sécurité. Je me tiens à vous. Une dizaine de minutes après, un autre véhicule pris. Ce camion sans feu arrière. C'est un gros camion. Tu comprends bien. Quand tu es devant, que quelqu'un ne sait pas que tu es devant, il peut te prendre par l'arrière. Rien à faire. Le second épinglé, lui, ne dispose pas de feu de gabarit et de pneus en bon état. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'on doit essayer de réparer? On ne répare pas, mais on doit essayer. Hein? Minuit. Le détachement lance sa progression. En route, un autre porteur intercepté. Il est sommé de changer ses roues avant de poursuivre le voyage. La fête sont sorties normalement. On a vu tout rouge dessus. Pas dire, les gars. Même je vais votre à terme, la progression reprend. À peine le deuxième poste à péage franchi, un autre cas se présente. Le conducteur se plie aux injonctions et change les ampoules défaillantes. C'est simple, non? Oui. C'est pour votre sécurité qu'on fait ça, hein? Oui, merci. Tu as vu, tu as fait, tu as réparé, tu t'en vas. On n'a pas. Ça ne veut même pas que c'était coupé. C'est comme ça, nous on travaille. Hein? Vous rentrez, vous partez doucement, hein? La manœuvre se poursuit. Peu avant 3h du matin, l'équipage est au corridor, entrée de Yamoussoukro, limite de son théâtre opérationnel. Livrant le point de la mission, le chef d'équipe interpelle les conducteurs de nuit. Pour respecter le code de la route est dangereuse, surtout pour les voyages de nuit. La visibilité est réduite,
il n'y a pas de lumière. Déjà, il faut être prudent et respecter le code de la route tel que ça a été enseigné à l'auto-école. Chaque fois qu'il y a les accidents, c'est des morts. C'est des familles écœurées. Donc il faut que ça cesse. Il faut que les âgés comprennent qu'il est responsable aussi et que chacun de son côté doit prendre ses responsabilités. Au titre du bilan de cette patrouille inopinée, ce sont au total 35 véhicules poids lourds et 5 mini-cars non en règle qui ont été sommés soit de se conformer aux normes, soit de stationner en zone sécurisée pour y attendre la tombée de la nuit. Autre point positif sur le trajet, aucun accident de la circulation signalé. Une bonne moisson à l'actif du détachement mixte des unités spécialisées de la sécurité routière, de la gendarmerie et de la police nationale. Outre la lutte contre ceux qui enfreignent le code de la route, il y a aussi des initiatives pour lutter de façon générale contre la corruption dans le pays. Une cérémonie de célébration des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé s'est tenue ce matin en présence du ministre Epiphane Zorobi. Au plateau, au menu, une remise de certificats et des incitations à de meilleures pratiques. Moussa Nikiema, Joseph Zécré. Dans le cadre de sa mission de prévention et de promotion de la bonne gouvernance, le ministre Epiphane Zoro a présidé la cérémonie de célébration des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé. Une occasion pour lui d'encourager et d'inviter l'ensemble des acteurs du privé à la gouvernance efficace. Il s'agit ici ce matin de la célébration de l'engagement du secteur privé aux côtés de l'État à renforcer le dispositif de lutte contre la corruption. En même temps que nous apportons ces mots d'encouragement, nous lançons un appel aux entreprises privées, aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises à s'engager sur ce chemin-là du renforcement de la gouvernance, du renforcement des dispositifs internes de lutte contre la corruption. Une remise de certificat qui vient attester la volonté des entreprises de s'inscrire dans la vision du gouvernement, celle de la promotion de la bonne gouvernance. C'est une initiative que nous avons prise, qui aujourd'hui est appuyée par le renforcement du cadre réglementaire. Et nous sommes très heureux d'être pionnières et de pouvoir montrer l'exemple et d'accompagner le ministère dans cette promotion de la lutte contre la fraude, de la corruption, et la promotion de la bonne gouvernance. C'est avec une grande joie que les récipiendaires ont reçu leur certificat en promettant de transmettre ces nouvelles compétences. Nous sommes désormais des ambassadeurs concernant la lutte contre la corruption et également l'engagement auprès de cette bonne gouvernance que l'État de Côte d'Ivoire voudrait implémenter sur le territoire ivoirien. C'est une fierté et cela dépend de l'homme, un changement d'homme. Parce que tout ce qui est en bas de la table est dans le noir. Et quand c'est sur la table, c'est la lumière. Et le pays avance. Notons que l'atelier de formation s'est tenu en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption avec 33 dirigeants d'entités privées sur le thème « La conformité, un outil de compétitivité des entreprises ». On en vient à la deuxième édition du rendez-vous d'édification et de partage d'expériences Share an Impact, initié dans le cadre du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, qui vient de se tenir à Cocody pour instruire les étudiantes de ce programme sur la question du leadership. Denise Houphouët-Boigny, professeure titulaire de chimie et ex-ambassadrice de l'UNESCO, revenant sur son parcours, elle a partagé avec ses jeunes sœurs les rudiments sur le leadership. Nadia Edja, Eric Kimon. Les étudiantes du programme d'excellence pour les femmes en Afrique s'instruisent sur le développement du leadership. Elles ont reçu à cet effet pour un partage d'expérience l'universitaire Denise Houphouët-Boigny, professeure titulaire de chimie et ex-ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Il suffit qu'elles s'arment de courage pour relever les mêmes défis que les hommes. On dit jeunesse féminine, mais c'est la jeunesse tout court. Elles ont les mêmes défis que le garçon. Elle doit développer la confiance en soi, le courage et puis le leadership. Ne pas avoir peur de prendre des responsabilités. Il y a des personnes comme Madame Denise Houphouët-Boigny au parcours très inspirant. Donc c'est très intéressant que ces personnes-là viennent partager leur parcours. Un cadre d'échange créé à l'occasion de la seconde édition du rendez-vous dénommé Share an Impact, l'un des axes du programme d'excellence pour les femmes en Afrique.
On nous forme sur plusieurs thématiques. On nous forme sur d'abord l'ouverture du monde à travers les cours d'anglais. On nous forme aussi au métier de la consultance, du leadership et tout ça pour peaufiner en réalité nos potentialités, pour qu'on fasse partie de l'élite de ce pays. De sorte qu'à la sortie de la formation de 18 mois, on ait 100% de jeunes femmes capables d'intégrer les entreprises et le secteur public. À côté de la formation que nous donnons, nous avons eu cette idée de promouvoir les personnes qui avaient un parcours exceptionnel et qui pouvaient édifier les jeunes apprenantes. Le programme PEFA, mis en place par l'entreprise sociale Cher, accompagne la gente féminine âgée de moins de 30 ans et ambitionne former plus de 1000 jeunes femmes africaines leaders. À l'étranger, le bilan ne cesse de s'alourdir après le violent séisme qui a secoué la Syrie et la Turquie. Le bilan actualisé fait état de près de 20 000 personnes décédées. Malgré ce sombre tableau, certains ont pu être secourus vivants et se retrouvent dans les camps pour réfugiés avec peu de choses pour vivre. Des témoignages émouvants que vous entendrez dans ce sujet de Nadia Edja. Voici près de 4 jours que la Syrie et la Turquie vivent au rythme du séisme de magnitude 7,8 qui a fait, selon les derniers bilans officiels, au moins 19 863 morts, dont 16 546 en Turquie et 3 317 en Syrie. Dans ce drame, certaines victimes ont pu avoir la vie sauve et se souviennent tristement de ces dernières heures. J'ai continué à les appeler pendant des heures, puis je me suis arrêtée. J'ai dit la shahada. Et finalement, quelqu'un m'a entendu. Je lui ai demandé d'appeler mes frères et sœurs pour me sortir des décombres. Je pouvais voir mon mari coincé sous le plafond qui s'est effondré et des corps d'enfants au-dessus de moi. Il y avait beaucoup d'enfants. C'est dans ce camp que cette victime et bien d'autres ont trouvé refuge en attendant de se reconstruire. Nous avons été déplacés maintes et maintes fois. Je ne peux même pas me rappeler combien de fois. Et avec ce tremblement de terre, nous sommes de retour à la case départ. Tout ce que nous avions réussi à acquérir a été détruit par le tremblement de terre. J'ai honte de le dire, mais je vous jure que je n'ai même pas d'argent pour manger. Je n'ai aucun moyen de les nourrir. Il n'y a pas de chauffage. Le froid nous a tués ici, en plus de la faim et de la peur. Nous avions des maisons dans le village, Dieu merci. Mais maintenant, elles se sont effondrées et nous sommes laissés ici. Selon l'Organisation mondiale de la santé, qui redoute une crise sanitaire majeure, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Un premier convoi de 6 camions contenant des couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Ce matériel devrait couvrir les besoins d'au moins 5000 personnes. Journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Dans quelques instants, je vous donne rendez-vous dans un autre programme. Sans réserve, à la barre ce soir, le député maire de la commune de Tia-Salé, Antoine Assalé-Timoko. Rendez-vous dans quelques instants pour toutes les réponses sans réserve. À tout de suite.